Donc nous avons comparé les deux groupes, enfin tous les groupes, et nous avons vu que le suivi vésico-sphinctérien pouvait être adapté au type de dystrophisme puisque les troubles présentés dépendent du type de dystrophisme en cause. Nous avons vu également que la présence de symptômes moteurs était un facteur de risque de présenter des troubles vésico-sphinctériens sévères, de même que le diagnostic anténatal, qui est un facteur de risque. Donc pourquoi suivre les vessies et les rectums neurologiques dans les dystrophismes? Parce que le dystrophisme, c'est la cause la plus fréquente de vessies neurologiques, qui a un enjeu important puisque c'est à la fois la protection du haut appareil et puis l'acquisition de la continence. Plusieurs critères ont été définis pour définir la vessie à risque, alors qu'ils soient basés sur le bilan urodynamique ou sur l'imagerie, échographie et cystographie rétrograde. Dans tous les cas, le but est d'essayer d'intervenir de manière précoce pour essayer de protéger au maximum les reins et la compliance vésicale pour éviter d'avoir recours à la chirurgie qui pose certains problèmes chez l'enfant. Alors quand nous sommes intéressés donc, au dystrophisme, nous avons vu qu'il s'agissait de lésions extrêmement variées, avec des groupes très hétérogènes, qu'il pouvait éventuellement y avoir des lésions qui étaient associées entre elles, que tout ça est d'une interprétation très difficile, d'autant que la littérature utilise des termes qui peuvent être tout à fait variés pour définir le même type de malformation, et que c'est tout l'intérêt de discuter de chaque dossier avec les neurochirurgiens pour faire le point exactement, ainsi que les radiologues, pour faire le point exactement sur le type de malformation qui est présente. Donc pour chaque type de dystrophisme, on a essayé d'établir un protocole de suivi. Nous avons vu que dans le groupe des myéloméningocèles, il y avait 70% de vessies rétentionnistes, c'est-à-dire de vessies qui sont à haute pression, à haut risque pour les reins. Et donc, chez ces enfants, nous préconisons un dépistage précoce de cette vessie à risque pour essayer d'introduire de manière relativement précoce les sondages et essayer de conserver une vessie qui fonctionne à peu près correctement sans chirurgie. Les bilans urodynamiques seront faits dès qu'il y a une anomalie sur les... Alors le suivi de ces enfants est déjà relativement lourd en début de vie, donc on se concentre au début sur l'imagerie simple avec l'échographie, la cystographie, et en cas d'anomalie, on va jusqu'au bilan urodynamique pour essayer de définir au mieux le fonctionnement vésical avant de commencer à introduire le traitement. Il faut savoir que dans ce groupe, il y a un risque de moelle attachée secondaire qui est bien décrit dans la littérature, même si on ne l'a pas retrouvé dans notre étude, et que les signes urinaires sont les premiers signes de moelle attachée secondaire. Donc le suivi doit être particulièrement maintenu au cours de la vie. Donc parmi les enfants suivis pour régression caudale, il y a moins de vessies à haut risque pour le haut appareil urinaire et on se concentre plus sur un suivi, et on peut, s'il n'y a pas de signe précoce de vessie à haute pression, on peut dire que la prise en charge va débuter avec les problèmes de continence, donc à l'âge où il faut commencer à obtenir une continence correcte pour l'enfant, ce qui chez nous se définit à peu près à l'entrée en école primaire. On insiste particulièrement sur la nécessité d'un suivi néphrologique, puisque les enfants sont particulièrement à risque de présenter une insuffisance rénale. Dans le groupe des lipomes intracanalaires ou des diastématomiélies, le risque de vessie neurologique est plus faible puisqu'un seul enfant était concerné. Et là, l'importance du suivi, c'est plutôt la discussion avec le neurochirurgien du bon timing de la chirurgie de la moelle épinière par rapport aux troubles vésico-sphinctériens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser se passer trop de temps avant d'aller chercher le neurochirurgien pour lui demander son avis sur un éventuel geste, puisqu'on a vu que ça pouvait parfois suffire à améliorer les symptômes. Dans les moelles attachées, c'est à peu près le même discours, sauf que dans notre groupe, aucun enfant n'a été opéré de sa moelle attachée. C'est un diagnostic qui est difficile à faire. Et je pense que c'est insuffisamment connu et on a trop peu de données sur
sur la moelle attachée en tant que telle, d'autant qu'elle concerne en général des enfants qui sont atteints également d'une malformation anorectale et que c'est difficile de faire la part des choses entre le dysgraphisme et la malformation anorectale, qui peuvent tous les deux intervenir sur les problèmes de continence. Par contre, dans le cas des sinus dermiques, on a vu qu'aucun enfant ne présentait d'incontinence urinaire ou digestive. On reste tout de même prudent puisqu'on a un enfant atteint de sinus dermique qui est suivi pour des problèmes orthopédiques qui étaient en train de s'aggraver au moment du suivi. Donc il existe probablement une place pour un suivi chez ces enfants. Malgré tout, on peut être plutôt rassurant et centrer ce suivi. On a proposé une consultation pour encadrer la chirurgie, une consultation avant, après la chirurgie, et une consultation après l'âge de la propreté, essentiellement pour apprendre les signes et les symptômes urinaires qui devraient faire amener de nouvelles consultations s'ils survenaient. Donc un suivi qui repose essentiellement sur le suivi habituel par le médecin traitant et sur l'éducation des parents. Pour parler de la constipation neurologique, évidemment, elle alourdit encore la prise en charge. C'est un problème majeur dans le suivi. Et c'est toute l'importance d'avoir une équipe qui soit sensibilisée aux problèmes qu'on peut rencontrer dans la prise en charge de ces enfants. Et ce problème est particulièrement présent lorsqu'il y a une malformation anorectale associée qui peut donc compliquer encore le problème. On peut dire que chez ces enfants qui sont suivis donc pour une malformation anorectale, l'association avec un dystrophisme spinal est un signe inquiétant pour nous et qu'on peut informer les parents dans ce sens. L'incontinence urinaire, les troubles urinaires sont quasi systématiques chez ces enfants donc, qui ont l'association de la malformation anorectale et du dystrophisme, et de même que l'incontinence fécale et le recours au lavement évacuateur. Donc évidemment, c'est tout l'intérêt dans cette prise en charge multiple de la multidisciplinarité, alors qui est bien sûr évidente dans les centres de référence, qui chez nous est encouragé parce qu'on est de très petites équipes et que tout le monde se connaît, donc on va très, très facilement se chercher les uns les autres. Donc c'est tout l'intérêt, quand on a un enfant qui va naître avec un dystrophisme ou un enfant chez qui on fait le diagnostic néonatal d'un dystrophisme, d'une discussion avec le radiologue et le neurochirurgien d'abord pour bien définir la lésion, et puis dans le suivi avec l'urologue pédiatre, éventuellement un chirurgien digestif pédiatre, les médecins de médecine physique et de réadaptation quand il y en a dans les équipes, pour essayer de voir un petit peu par rapport aux symptômes qui vont être développés pour adapter la prise en charge et définir le timing à la fois de la neurochirurgie quand elle n'a pas eu lieu à la naissance et puis du suivi. Et c'est tout l'intérêt de créer donc un staff multidisciplinaire pour discuter de ces dossiers-là. Donc en conclusion, les troubles vésico-sphinctériens dans le cadre des dystrophismes spinaux, c'est un sujet particulièrement complexe qui nécessite expertise de plusieurs praticiens. Le risque de vessie neurologique à haute pression explique que le suivi soit précoce et renforcé dans le cas des myéloméningocèles, des lipomes ou de la moelle attachée. Le suivi peut être probablement simplifié dans le cas des sinus dermiques. Et le groupe des enfants avec syndrome de régression caudale est un petit peu à part dans le sens où ils présentent des troubles très sévères et généralement définitifs de la continence, mais avec peu de place pour la neurochirurgie qui n'améliore pas franchement les symptômes. Je vous remercie de votre attention.